Bonjour à tous, cette semaine on vous emmène vers Fontainebleau, au sud de Paris, pour une visite dans l'univers des casques Shoei. Alors on va découvrir l'univers des casques, mais aussi avec Pascal Couturier, ancien trialiste de haut niveau qui maintenant dirige Shoei Europe. Eh bien, on va vous emmener faire un coup de trial dans la région de Fontainebleau. On va vous emmener aussi dans l'univers de Laurent Cochet, le youtubeur bien connu qui s'est lancé un incroyable défi. On va vous emmener aussi au Sultan of Sprint avec Sébastien Lorenz qui nous a amené sa bombinette, un programme très alléchant. C'est tout de suite. Salut Pascal. Ça va David? Ouais, merci de nous accueillir ici. Bah, écoute, bienvenue chez Shoei. Ouais, et puis on a un de tes pilotes qui nous souhaite la bienvenue aussi. Écoute, tu vois, tu peux pas être mieux accueilli. Tu as des casques de marque? Quelques-uns, oui. Je vais te montrer ça. Allez, on y va. Hein, allez, on y va. viens, tu vois. Ça marche. On va démarrer fort. Donc là, c'est ton bureau. Là, c'est mon bureau, puis tu voulais voir des casques. Donc, Ah ouais, c'est un bureau de rêve Je avec, vais t'en montrer quelques-uns. avec pas mal de casques dédicacés, je vois ça. Oui, bah, en fait, il n'y a pas tout, mais il y en a quelques-uns. Bon, tu as déjà un peu la collection Marquez avec ses. Tu vois, ça a même commencé par celui-là. Ça, c'est les premiers, la Scalectric. Alors, le Scalectric, c'est les années où il était en 125. Après, même en Moto 2, je crois qu'il les a mis un petit peu. Il est vite passé avec ce modèle-là. Ouais. Tous ces casques, Marquez les a portés. Ceux-là, oui, celui-là, il les a portés. Il a même chuté avec. Je crois bien que celui-là, c'était. Je me demande si c'est celui-là. Ou c'est celui-là, et c'est une chute, je crois, qui s'est passée. Bah oui, tiens, regarde. C'est une chute de Gérèse. C'est la forêt, je le note, mais je crois que c'est Gérèse. Il faut mettre des petites Parce que étiquettes. bon, Marc, c'est jamais simple. Hein. Quand tu le suis, il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. Donc là, un autre casque qui a chuté. Bradley Smith. Je connais cette déco aussi. Hein. Bah ça, c'est Sébastien Gimbert, ça. Donc aussi une belle histoire aussi avec nous, qui a arrêté cette année. Ouais. Maintenant, il y a le petit Gimbert qui commence, donc ça va être sympa aussi à suivre. Et je vois un autre casque de français là-haut, celui oui, de Sébastien Charpentier. c'est un petit peu plus ancien parce que, mais c'est le casque de Sébastien Charpentier. D'accord. Et ce casque alors, il est particulier, c'est le tien. Bah ça oui, dans le cœur, oui, c'est particulier. Ça, c'est mon nom, mon nom en japonais. Avec à l'époque, c'est quand je roulais au Japon. Tu as été trialiste de haut niveau au Japon. Tu as roulé combien d'années là-bas? J'ai roulé pendant 5 ans au Japon. Donc, pilote officiel. Voilà. Et Shoei en plus, donc c'est pour ça qu'avec Shoei, c'est une histoire. On en reparlera, Pascal. Ce que je te propose, c'est qu'on se pose un peu pour parler de tout ça, pour parler de l'univers des casques. D'accord. Et mais on va pas se poser là, parce que ici, c'est pas dans mon bureau que ça se passe ici, dans l'entrepôt. Ouais. C'est là où tout se passe. D'accord, et puis je crois qu'on a un invité d'ailleurs. Voilà, on va pas le faire attendre et on y va. Nous sommes dans la région de Fontainebleau, dans le stock, dans l'entrepôt de chez Shoei. Avec toi, Pascal, c'est combien il y a de casques ici? Ici, tu as, selon la saison, tu as entre 15 et 20 000 casques. Et là, c'est la grosse saison en ce moment? Là, on commence à bien stocker pour livrer sur le début de saison, février, mars. Et puis ça dépend aussi du timing pour l'arrivée des nouveautés. Alors, le Glamster, il y en a un exemplaire ici sur la bombinette. C'est le nouveau casque néo-rétro de Shoei. Ouais. Donc, il va très bien sur cette moto. C'est une moto qui appartient à Sébastien Lorenz. On le recevra tout à l'heure. Il n'est pas loin. Il est dans les stocks. Il se balade dans les stocks. Et on va voir si le casque lui convient. Il nous parlera de cette bombinette qui a toute une histoire. C'est tout à l'heure. En attendant, avec toi, Pascal, on va parler un peu de l'histoire de Shoei est très riche. Et il y a une philosophie derrière cette marque. La philosophie, c'est à la base la sécurité, la qualité, le Made in Japan. Notre philosophie, c'est d'allier le meilleur de la sécurité active et le meilleur de la sécurité passive. C'est-à-dire, sécurité active, c'est le confort dans ton casque, le fait d'être bien équipé, et justement pour que le pilote puisse se concentrer, l'utilisateur, le pilote ou l'utilisateur, puisse se concentrer sur sa conduite. Et derrière, la sécurité passive, c'est donc la sécurité, vraiment la sécurité intrinsèque, et donc faire le meilleur produit possible. Au Japon, il y a un côté perfectionniste qui va très bien pour nos produits, puisque derrière, nos produits doivent être vérifiés. Un casque Shoei, c'est vérifié lors de sa fabrication plus de 20 fois. Alors justement, c'est vérifié. Là, juste derrière nous, on va aller faire un tour tout à l'heure aussi dans le service SAV. Et il y a une machine très rare, tu m'as expliqué,
quand je suis venu tout à l'heure, la rifteuse, dérifteuse. Oui, alors ici on est dans une filiale de Choé, il y a 4 filiales au monde. Et donc dans 2 filiales, donc notamment en France, puisqu'on distribue France, Benelux et Portugal. On fait une partie de l'Europe. Il y a une autre filiale qui fait l'autre partie de l'Europe, qui est en Allemagne. On a effectivement les machines à rifter qui nous viennent du Japon. Donc, oui, parce qu'on est les seuls habilités évidemment à re-rifter une jugulaire. Oui, j'allais le dire, parce que c'est des normes de sécurité très strictes. Là, il faut être habilité pour le faire. Donc effectivement, on peut se permettre de changer une jugulaire aujourd'hui. Quand une jugulaire est usée, on peut intervenir de toute façon sur l'ensemble des composants d'un casque ici. On va parler des casques, la variété des casques, un peu tous les styles. On a vu donc ce casque néo-rétro, il y a des casques sport, il y a des casques modulaires. À quel rythme vous rechangez les gammes? On sort à peu près 2 nouveautés par an. C'est à peu près une moyenne. Et puis après, les casques, ça dépend aussi du marché. Depuis quelques années, on arrive à sortir des nouveautés qui correspondent à la demande du marché. Donc effectivement, on a des casques racing, casques sport, casques plus route GT, les modulables, ça a pris une grosse marge, une grosse place dans le marché. Et donc, on a développé depuis quelques années, on n'avait pas investi le casque néo-rétro. Et nous, on avait une vraie envie, on sentait qu'il y avait une vraie demande en France. Il y avait déjà le Geo. Le Geo, ouais. Et puis on a vraiment poussé pour avoir ce casque-là. Les Japonais étaient assez réticents, ils ne voulaient pas trop regarder en arrière. Shoei, c'est une marque qui se tourne vraiment sur l'avenir, mais cela dit, moi je trouvais dommage que ça fait 60 ans que Shoei existe, et je trouvais vraiment dommage qu'on n'ait pas un petit regard sur le passé et qu'on parle de notre histoire. Tu parlais de retour dans le passé, Pascal. Toi, ton passé, il est riche en moto aussi. Tu as été trialiste à très haut niveau. Tu travailles avec une marque japonaise, tu as roulé au Japon pendant plusieurs années. Et justement, tu nous as invités à faire un petit tour de trial et ça a été l'occasion pour nous de tester un casque cette fois de trial dans la variété des casques Shoei. C'est celui qu'on a testé là-bas. C'était en forêt de Fontainebleau, pas loin ici du siège de Shoei Europe. Et c'est une petite surprise. Le site est une surprise, l'endroit est magique et on est allé faire un coup de trial où Pascal m'a donné quelques conseils. Allez, c'est parti. Bonne séance de trial. Tu arrives, tu t'arrêtes au milieu, tu fais un temps d'arrêt et tu repars. Sans poser de pied. Voilà, hop. Voilà, et on repart. C'est-à-dire qu'en trial, il faut être un peu plus doux au départ. Il y a un peu de voilà. Utiliser la moto avec douceur. Là, arrête. Ouais. Oh putain. C'est court pourtant. C'est pas facile de s'arrêter. Ce que je disais, c'est qu'on voit là, de suite d'entrée, l'enduriste, le pilote de vitesse, tu vois, tu veux des watts, des machins, donc après c'est d'utiliser la moto plus avec douceur. Et après tu pourras commencer à l'utiliser à des moments où il faut mettre un petit peu de watts. Mais en trial, voilà, déjà l'utiliser tranquille, autrement tu es vite déstabilisé. On va te pousser parce que c'est dangereux. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Il dit je suis pas sûr que j'y arrive, il monte aux arbres. Allez, mais je vais faire la jambe aussi. Sincèrement, la position pour virer très court, c'est celle-ci. Tu tiens la moto avec la jambe intérieure. Ouais. Et tu gardes bien. Il y a un bon rayon de braquage. Finalement, tout doucement, tu essaies de dire je m'arrête, hop, dans la position d'équilibre, et je repars. Au début, il faut surjouer, tu vois, c'est vraiment comme ça, et tu descends pour te gravité. M'arrête. C'est vraiment une histoire dans les jambes, tu vois, de pousser à droite ou à gauche, tu vois, et de servir ton pied, tu vois, vraiment comme... Tu t'es chronométré à l'arrêt complet, comment tu fais? La dernière fois, j'ai fait un repas, si tu veux, entrée, plat, dessert.
C'est un peu le jardin d'acclimatation pour grands ici. C'est un peu un terrain de jeu. Aujourd'hui, surtout dans le trial moderne, il y a des moments où il faut la violenter la moto, des moments où il faut mettre du watt parce que c'est dynamique le trial. Donc à la fois tu vas rouler tranquille et des moments où tu vas arriver, yap, et là il faut mettre un petit peu. Ouais. Donc il faut trouver ce bon compromis. Et de toute façon le trial c'est qu'une histoire de compromis. Et c'est vrai que tu ne peux pas rouler en étant violent avec ta moto, ça ne marche pas. La particularité de toute façon d'une moto de trial, pas de selle, hein, tu t'assieds pas. Et puis c'est ça qui est difficile. Et le sélecteur est hors de portée pour éviter de la botte toucher et de tomber sur un point mort. Voilà, ou on peut même au bout. Voilà, on touche pas. Donc il faut sortir la botte du repose-pied pour aller enclencher une vitesse. Voilà, parce que normalement la vitesse, tu ne passes pas la volée, tu passes une vitesse. Ouais. Au moment où tu t'arrêtes un peu, tu vas passer une deuxième et tu n'as pas passé les vitesses sans arrêt, les montées et les descentes, puisque le moteur, tu as une plage d'utilisation qui est assez large. Ouais. On est donc au polygone, on appelle ça le polygone. Voilà, tout à fait, on est sur le polygone donc dit de Fontainebleau, le centre technique finalement de formation de la Gendarmerie nationale des motocyclistes, qu'on appelle le CNFSR, Centre national de formation à la sécurité routière. Donc c'est un motoclub, toi tu es président du motoclub? Oui, tout à fait. Alors je suis un responsable de section. Ici on est ce samedi finalement, parce que c'est samedi, c'est la fédération des clubs de la défense, d'accord. Donc tous les systèmes militaires en fait fonctionnent un peu sur ce système-là. Et on a pour vocation à faire découvrir, d'accord, que ça soit finalement, on peut très bien de badminton, basket. Et finalement ici, moi je m'occupe de la section moto. FCSAD, c'est ce qui est marqué là. Voilà, tout à fait. T'es pas gendarme toi Pascal, ou tu nous caches des choses. Donc j'imagine qu'il n'y a pas que des gendarmes au club. Même si je travaille avec des japonais qui ont une certaine structure et une certaine discipline, je ne suis pas gendarme. Moi ce qui me plaît beaucoup au motoclub, il y a vraiment un échange comme le disait David. Et j'ai redécouvert vraiment la passion, l'intérêt de faire découvrir le trial des gars qui n'en faisaient pas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'échanger, d'apprendre un petit peu aux autres. Tu vas m'apprendre là. Ah bon, là tu m'as fait une zone. On a fait une zone. Quoi, j'ai fait une... Alors là, ce qu'on va aller faire, c'est une vraie zone de trial. Donc en fait, il faut vraiment que tu reconnaisses bien ta zone, un peu comme une spéciale d'enduro, j'imagine, ou de toute façon, et d'essayer de passer sans poser les pieds par terre, ou le moins possible. On rentre ici. Passe toujours avec le rouge à ma gauche. Donc comme on doit aller monter là-haut et tourner, passer entre les deux aussi, bon, tu vas légèrement t'écarter pour pouvoir avoir un minimum d'élan. Alors c'est pas grand-chose, mais tu verras que la moindre petite erreur, tu vas un peu loin, machin, ça te gêne. Donc il faut regarder. Après, c'est chronométré en trial normalement. C'est pas, oui, bon, nous on chronomètre pas, il n'y a pas d'intérêt. Le principe. Et puis on est un peu sur le principe du trial à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on essaie de pas s'arrêter pour que ce soit plus fluide aussi. Bon, Pascal, tu as fait la zone, mais tu avais un avantage, tu as une moto française. Oui, j'avais une Sherco, une magnifique Sherco. Ouais. Tu roules avec depuis. Oui, on aide en plus, grâce à Shoei, à travers Shoei, on aide la Sherco Academy. D'accord. Donc c'est un programme qui me tenait à cœur parce que c'est beaucoup de jeunes pilotes. Sherco, c'est très identifié trial aussi. Oui, il y a beaucoup de trial, on aide aussi la Sherco Academy Enduro aussi. Enduro. Et alors la première fois que j'ai fait du trail, la toute première fois, c'était avec un champion du monde, avec Thierry Michaud. Ah oui, que tu triple champion du monde même. Triple champion du monde, c'était à Boade, dans le centre de loisirs là-bas. Et il m'avait appris un truc, il m'avait dit un truc important, c'est que si la moto ça part, tu lâches. Oui, tu peux. C'est important. Bon, ça c'est la mienne que je t'ai prêtée. Ah, cool. Mais... je la lâche pas alors. Allez, c'est parti. Bon là David, tu vois, l'erreur que tu fais, c'est pas une erreur technique. Tu t'es trompé dans la zone. Je l'ai mal reconnu. Donc en fait, voilà, la reconnaissance, c'est déjà la base. Ouais. Allez, c'est reparti. 0 sur 1. Le trial n'est pas simple, il faut y aller. Pour ça, je dis toujours, il faut aller tranquillement, doucement.
On veut toujours, en général, le gros problème des gens qui débutent, ils veulent de suite faire des choses, impressionner du monde, s'impressionner eux-mêmes, mais en fait, il faut y aller tranquille. Et après, vous progressez tranquillement. Bon, merci pour ce petit tour du parc d'attractions pour adultes à moto, c'est fabuleux et ça donne surtout envie de revenir. Le trial est quand même méconnu et je pense qu'effectivement le fait de voir que des images de trial extrême, ça aide pas, c'est magnifique mais ça aide pas des gens à venir découvrir le trial. Et je trouve qu'entre amis c'est un truc extraordinaire. En plus c'est quand même un sport, alors on vieillit aussi, hein, c'est un sport qui permet quand même à la base de rouler longtemps quoi, parce que tu fais du sport mais tu te détruis pas quand même à la base, enfin normalement. Voilà. On verra. Même quand on a des os un peu rafistolés, voilà. Comme moi. Donc là, après, on va faire un petit barbecue. Allez. Et puis c'est parti. Allez, impeccable. Merci. Ça marche. Alors, une balade très sympa qui s'est terminée par une petite séance de wheeling. Et je crois, Pascal, qu'il y en a une qui s'est terminée pas très bien il y a quelques temps. Bah oui, le wheeling, c'est toujours assez. Ça peut toujours être un peu limite sur les motos trial, parce que les motos trial sont très vives. Ouais, puis le frein arrière n'est pas facile à capter. Voilà, j'ai eu l'exemple d'un pilote de superbike irlandais, qu'on ne va pas citer son nom, mais c'est Eugene Laverty, qui est un passionné de trial. Et qui faisait une petite roue arrière en rentrant comme ça de balade, notamment à Fontainebleau. Ici, et puis oui, pareil. Et puis quand il est arrivé, il me dit oh là là, je suis un peu tombé, mais rien de méchant. Mais il avait quand même un trou dans le dos comme ça, c'était bien râpé le dos, donc on a bien rigolé. Donc comme quoi, il faut faire attention. Eugene Laverty, donc un de vos ambassadeurs, un de vos pilotes, oui, ça fait longtemps. dont la combinaison et le casque trônent à l'entrée. Et Eugene, en plus, on a roulé un peu en trial, on a une passion commune. Et donc du coup, c'est sympa. Tu as emmené aussi en trial, tu as amené un de nos grands pilotes français aujourd'hui. Tu l'as eu tout jeune. Oui, Fabio. Oui. Fabio. Et tu as même des images, tu m'as montré des images de lui en trial, en franchissement dans une rivière. C'est ça, très sympa. Sympa. On peut en regarder quelques extraits. Et dans les pilotes Shoei, évidemment, le pilote Shoei, le multiple champion du monde, 6 fois champion du monde MotoGP, c'est Marc Marquez. On y revient, mais pour l'instant, on regarde une petite vidéo de Marc Marquez qui a fait le buzz. C'est la vidéo buzz de cette semaine. C'est Marc Marquez qui s'est posté dans une devanture de magasin. Donc, on croit que c'est un mannequin. En fait, il y a le vrai Marc Marquez dessous. Le public espagnol a été séduit. Il en fait souvent des opérations comme ça, Marc Marquez, un petit peu de relations publiques, des trucs un peu drôles. Parce que je vois, oui, il en fait quand même quelques-unes, effectivement. Et puis, il sait bien faire. Ouais, il sait bien faire. Il a beaucoup de charisme, ce pilote. Alors, Marc a beaucoup de charisme. Après, le truc, c'est qu'on compare toujours avec un autre pilote très connu italien qui a le numéro 46. Donc, effectivement, c'est pas le même pour moi, c'est pas le même charisme. C'est des choses différentes. D'ailleurs, j'avais entendu un mot de Marc qui disait qu'il avait perdu la bataille des mots, mais qu'il a gagné la bataille de la piste. Donc, ils ont bien il y a une différence. Ouais. Mais Marc a beaucoup de charisme et puis c'est surtout pour moi quelqu'un qui gère très bien son team, qui a une relation avec son équipe absolument incroyable. Moi j'ai eu la chance, quand il a signé chez Shoei, j'étais là et de pouvoir le suivre. Tu as vu les tout débuts toi de Marc? C'est toi qui lui as remis son premier casque? Oui, moi j'ai eu la chance de lui amener son premier casque. D'ailleurs j'avais choisi un casque avec une norme européenne un peu plus léger pour qu'il soit vraiment séduit, puisqu'à l'époque on utilisait des normes américaines qui étaient plus lourdes chez nous au service course. Et du coup, je l'ai vu le prendre dans les mains avec Emilio Alzamora qui était là aussi. Et donc on voit de suite le gars, il regardait en détail. Moi j'ai senti le passionné et j'avais vraiment. Alors j'imaginais pas qu'on en arriverait là parce que c'est absolument incroyable. Mais je rêvais un peu à vraiment qu'on arrive à des. On n'avait plus à l'époque de pilotes de MotoGP au top niveau. Et Marc, on s'imaginait, moi j'imaginais, je rêvais effectivement. Et j'ai beaucoup poussé chez Shoei pour qu'on puisse le garder. Il était en 125 à l'époque. Il était en 125 et bon après évidemment on imagine bien, vous imaginez tous qu'il y a des budgets importants derrière. Et non, c'était des moments exceptionnels. Et Marc, bah oui, enfin on voit tous le pilote que c'est, mais c'est un super garçon et je veux dire c'est un gars qui est vraiment avec son équipe. Il a créé son équipe, il est concentré là-dessus. Son but c'est de gagner. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Oui, et puis en plus, formidable ambassadeur, puisque depuis son arrivée en 2013, il y a un seul titre qui lui a échappé, c'est 2015. Il gagne chaque année, donc non seulement il gagne, mais en plus, Pascal, il tombe, donc il met à l'épreuve les casques, et bon, c'est un ambassadeur à double titre. Bien sûr, il prend des risques, on s'en passerait, il a des chutes, ouais, mais là, on est au cœur des éléments de sécurité, donc j'imagine. Oui, c'est sûr. Maintenant, il faut être aussi honnête. On a beau faire le meilleur produit du monde, il y a des limites à tout.
Et d'ailleurs, le coéquipier de Marc ne sera autre que son frère, Oui. qui est aussi un de vos pilotes. Exactement. Oui, oui, c'était important d'avoir les 2 pilotes. De toute façon, les 2 manifestaient le souhait de rester avec nous. Et c'est une belle opportunité d'avoir les 2 frères dans la même équipe. Pour nous, c'est top. Alors Pascal, on est dans l'entrepôt au siège de Shoei Europe. Tu nous as fait faire un petit tour du propriétaire. On a vu les nombreux casques qui sont un peu partout. Moi, il y a pas mal de pilotes qui m'ont fait rêver. On regarde cette petite visite guidée chez Shoei Europe. Alors, tu vois, à l'étage, on a tout l'administratif. Et ici, on rentre dans l'endroit peut-être le plus important de la société. Technique. C'est le côté technique, le côté SAV, où on a 3 personnes à plein temps. Là, on retravaille tout le SAV, c'est-à-dire les mousses, les changements d'écran. Alors, tout ce qui ça. nous arrive de chez nos revendeurs, Ouais. puisqu'on a un gros parc de casques aujourd'hui. Bonjour. Et ça permet, alors même s'il y a effectivement extrêmement peu de retours, il y a malgré tout des choses où on doit intervenir. Et le but sur un casque premium, c'est effectivement d'apporter le meilleur service aux clients. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de monde au SAV. Donc là, il y a combien de personnes qui travaillent ici? Normalement 3 personnes en permanence. D'accord. Et c'est plutôt bien entouré parce qu'il y a des casques encore de pilotes. On a vu dans ton bureau. Oui, Là, alors se on retrouve a aussi, encore. ils sont capables, les gars sont capables d'intervenir sur les casques des pilotes. De toute façon, quand il y a des épreuves, notamment en France, comme l'endurance, le superbike, c'est les mêmes personnes qui viennent travailler sur les casques de nos pilotes. Et ils font en même temps ce qu'on appelle des services clients, notamment lors du GP du Mans, lors des 24 heures du Mans, lors des grosses épreuves d'endurance et des salons. Alors là, tu as encore des casques. Je vois Johan Zarco, là. On a vu Fabio Oui, Quartararo parce tout qu'on à a l'heure. eu, Là, oui. vous l'avez Ah, vu, on a eu, c'était un des premiers jeunes pilotes que je signais à l'époque. Mhm. Et malheureusement, on n'a pas pu le garder pour différentes raisons, mais on garde d'excellents rapports. Donc comme en avec fait, beaucoup de pilotes. les débuts de Fabio, les débuts de Johan, Voilà, c'était ouais, non, on avec vos s'implique, casques. on est là aussi, ça fait plaisir. D'ailleurs, on garde. Il avait été titré cette Il année-là. avait titré en Red Bull Cup, ouais, c'était Ouais. sympa, ouais, très très sympa. Très bon souvenir aussi. Et puis après, on a toujours des casques qui ont été un peu maltraités par les pilotes. Alors Ah, ça, donc, c'est celui de Tom Luthi. Ça, c'est un Tom Luthi assez ancien, ça doit être un X-Spirit 1. Là, on a un Tom Luthi dernière génération qui a bien Abîmés tous les deux. frotté aussi. Là, c'est encore. Ça, c'est c'est Marquez. ça, c'est un casque de. Celui-là, il est à moi d'ailleurs, celui-là. Ah C'est ouais le casque de Marc de sa première année de MotoGP. C'était le petit casque souvenir. Il y a eu 2 exemplaires, un qu'a gardé Marc et Incroyable, un avec les que j'ai gardé. circuits et En fait, celui-là, tous les résultats par circuit. il y a tous les résultats, donc c'est un peu le résumé de cette saison 2013 qui a été exceptionnelle pour lui, puisqu'il était champion du monde la première année, donc c'est un très très bon souvenir. Ouais, Ouais, sa top. première année en MotoGP, Exactement. premier titre. Ouais, c'était très bon souvenir. Celui-ci, Bah écoute, celui-là c'est pareil, un de nos pilotes français, donc c'est le casque de Fabio quand il a roulé chez nous, puisqu'il a commencé à rouler, moi je l'ai pris sous contrat, il avait 8 ans ou 9 ans, donc on ne s'était pas trop trompé. Tu sais, on a des pilotes, on a Jean-Michel Bell qui est chez nous aussi, tu vois, donc un jour il m'a appelé, il m'a dit tiens Pascal, j'ai envie de rouler Shoei. Ça me fait plaisir, en plus c'est un peu une idole et c'est top. vous avez aussi quelqu'un que je connais bien, qu'on connaît bien à son concession, qui s'appelle Renaud Lavillenie. Oui, bah là c'est super aussi. Champion C'est top. olympique à la perche, Ah, mais c'est c'était une belle aventure C'est une aussi, belle ça aventure, continue c'est encore. bon, puis c'est un Parce que passionné. Renault va faire le bol d'argent, je vous l'annonce, après les Jeux Olympiques cette année, Génial. en 2020. Donc c'est des belles histoires. Bien tout sûr, ça. bien sûr, Ouais. bien sûr. Non, puis c'est des grands monsieur du sport. Alors justement, Pascal, je crois avoir vu là-bas, dans le coin, des casques vraiment intéressants d'autres pilotes encore. Oui, on a Plus ancien l'historique, un encore. petit peu, une partie de l'historique de la. Bah viens, je vais te montrer. Allez, on y va. Tu Là. vois, regarde, on arrive, regarde. Ça, c'est la collection des Diaboliques. Ouais. Je les ai gardés parce que ça, c'est la déco qui a été la plus vendue chez Shoei. Ouais, La dépôt de j'ai gueule. même celui-ci. Bah voilà. C'était un style de déco qui tranchait à l'époque. Heroic Fantasy, un peu. Voilà, ouais, c'était une déco qui tranchait, qui a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et là, tu as 25 ans d'histoire de. C'est tous les modulables qu'on a sortis. Donc tu pars du Duotech qui se fermait d'une manière, on peut dire même un peu étrange. Ça se fermait de chaque côté. Donc pour l'ouvrir, il fallait actionner les 2 boutons. Tu vois. Ouais, donc tu peux C'était- pas le faire en roulant. quoi. Non, c'était différent. Hein, c'était les tout premiers. Et puis Synchrotech 2, Multitech qui était déjà là. On passait déjà sur quelque chose d'assez sympa. Neotech était un très très gros succès. Et Neotech 2, on n'a jamais. C'est nos meilleures ventes aujourd'hui. C'est le modèle le plus vendu chez nous. Alors là, il y a aussi un exemple de déco entre celui-ci
Donc, Alors c'était juste un petit clin d'œil. Ça, c'est dans les premiers casques tout-terrain. Donc ça, c'est un casque de 1980, ouais. un casque cross. Ouais. Et puis, du coup, avec la mode néo-rétro et la mode des modèles Roadster, Scrambler, on a sorti le EX0. Ah ouais. Donc, mais c'est sympa parce que ça nous permet de retrouver notre histoire, quoi. 1980, 2020, 40 ans. Ah ouais, c'est joli. D'accord. Voilà. Et là, moi, je vois des casques qui me parlent un peu parce que je vois du Kosinski, il y a du Roberts avec les fameux aigles américains. C'est ça. Ah ouais, là. Ah, celui-là, il te plaît, celui-là. Ah ouais, celui-là, il est pas mal. Ça, c'est un casque de pompier japonais. Ouais. Un casque de pompier japonais, d'accord. Bah, écoute, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. On va aller encore en découvrir d'autres. Allez, on y va. Parti. C'est parti. Dans les tops, on revient sur l'Enduropal du Touquet qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours avec la victoire d'un de vos pilotes, Pascal, avec Milko Potisek, déjà vainqueur en 2018, vainqueur cette année. On l'avait interviewé, Milko Potisek. On en écoute quelques extraits et on revient. Milko, ici au Touquet, tu as déjà gagné. Quel est ton point fort ici? Mon point fort, je dirais, c'est les fins de course. J'aime vraiment quand le terrain se défonce vraiment costaud. Et il y a une expression qui dit c'est dans les conditions dures qu'on voit les hommes forts, donc ça tombe bien, c'est mon point fort. Et à l'entraînement, qu'est-ce que tu travailles en particulier? Qu'est-ce que tu essaies d'améliorer dans ton pilotage? Pour cette année, j'ai essayé d'améliorer un peu les débuts de course, rouler plus vite sur le plat. Après, j'ai 30 ans, c'est plus maintenant que je vais me révolutionner, on va dire. Mais donc je continue mon entraînement comme depuis pas mal d'années. Ça fonctionne, donc je ne change pas trop. Au Touquet, il y avait un autre de vos pilotes, il roulait en quad. Il a fait l'épreuve de quad pour la première fois. Il défraie régulièrement la chronique, c'est Stéphane Paulus. Il s'agit de Stéphane Paulus, pilote paraplégique, pilote Shoei, et qui a terminé avec une très très belle place. Il a terminé le quaduro du Touquet, Quaduropal, à une très belle place. Et Stéphane, à chaque fois, il est énorme. Il est super impressionnant. Puis bon, ça c'est aussi une belle histoire et c'est là où je me dis souvent que je fais un beau métier puisque c'est des belles rencontres. À Alès, il nous avait parlé du casque de Wayne Rainey qui s'était fait fabriquer pour Wayne Rainey. Et justement, depuis cet épisode, depuis qu'il nous avait raconté ça, eh bien, Wayne Rainey, il a repris la compétition au guidon d'une moto aménagée pour lui. Wayne Rainey, triple champion du monde 500 cm3 en Grand Prix, un autre de vos ambassadeurs. Un autre de nos ambassadeurs, oui, exactement. Voilà. Donc Stéphane s'était fait un casque en l'hommage de Wayne Rainey. On l'écoute. Steph, toi tu as un casque particulier, c'est ton casque, c'est un motif particulier. Voilà, en fait j'ai le soutien de Shoei France avec Pascal Couturier et quand on a eu l'acceptation pour le GP de France, j'ai voulu rendre un clin d'œil à un pilote qui m'était très cher, que j'admirais quand j'étais gamin, c'est Wayne Rainey. Wayne Rainey qui a eu un accident aussi. Voilà, qui a quitté le monde des Grands Prix en devenant paraplégique. Et nous, on est revenu sur le monde des Grands Prix malgré la paraplégie. Un casque collecteur, le dernier Xspirit 3 de chez Shoei, et qui est aux vraies couleurs. Et si on peut apercevoir, ils ont représenté le logo Shoei de l'époque. Parce que si tu regardes le Shoei maintenant, l'écriture n'est plus comme ça. C'est vraiment l'écriture Shoei des années 90. On passe maintenant au flop avec un fait divers assez drôle. Ça s'est passé dans le quartier du Mirail à Toulouse. C'est un voleur de moto qui a calé au moment où il engageait une course-poursuite avec les forces de police. Donc on a découvert qu'il n'avait pas de permis. Un petit fait divers qui se termine bien, en tout cas pour celui dont la moto s'est fait voler. Voilà pour les tops et les flops. Pascal, on va s'attarder un petit peu sur les pilotes ou les personnages de la moto que Shoei aide, avec lesquels vous avez des partenariats. Il n'y a pas que des pilotes. Il y a notamment la bombinette, il y a Seb Lorenz qui a lancé la formule Sultan of Sprint. On va le recevoir dans quelques instants. Mais auparavant, juste avant d'accueillir Seb, on a rencontré Laurent Cochet, on est allé le voir dans son bureau avant qu'il ne s'élance du Cap Nord jusqu'au Cap en Afrique du Sud, une aventure incroyable de plus de 2 mois que Laurent préparait au moment où on est allé l'interviewer. Il lui restait une semaine de préparation. On l'écoute.
Laurent, on se connaît bien, on a été collègues pendant de nombreuses années à Motojournal. Et déjà, à Motojournal, tu étais aventurier, tu as fait des longs voyages. Est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût ou est-ce que c'était encore avant? Je pense que ça remonte un petit peu plus à mon adolescence. Quand je roulais en mobilette, je crois que juste le fait de faire mon premier voyage et de partir tout seul et de refaire un plein d'essence et tourner le dos à la maison, c'était déjà un rêve. Nouveau projet, le Cap Nord, le Cap en Afrique du Sud. Combien de kilomètres et quelles difficultés sur ce parcours? J'imagine que ça va être très très compliqué. 26 000 bornes et puis le temps c'est juste imprévisible. Je n'ai pas pris de billet de retour pour l'instant. Tout simplement parce que je ne sais pas comment vont se passer les passages de frontières, le temps qu'on va passer sur place. Donc on ne peut vraiment pas maîtriser le temps. Donc je table sur 2 mois et 1 semaine. Je laisse une petite semaine, 15 jours de marge. Combien de temps tu prévois pour rallier le Cap Nord au Cap en Afrique du Sud? Et surtout, est-ce que tu connais ces 2 endroits? Est-ce que tu es déjà allé là-haut? Est-ce que tu es déjà allé tout en bas? Ouais, c'est un peu curieux à dire, mais c'est vrai que j'ai déjà eu une vie motarde et de voyage assez riche. Je suis déjà monté 3 fois au Cap Nord, 2 fois à moto, 1 fois en combi Volkswagen. Et puis le Cap Sud, j'ai eu la chance effectivement d'y aller pour des présentations presse. Donc c'est un petit peu des traits d'union que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait beaucoup la France, le Mali, la Mauritanie, le Burkina. Mais là, ça va être vraiment un trait plein de 26 000 bornes. Je rêve pas du tout de tour du monde, de partir pendant 2 années de ma vie et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même le plus beau projet que j'ai réalisé jusque-là. Est-ce que c'est un principe pour toi de changer de monture? Parce que là, tu as déjà fait plusieurs aventures avec plusieurs marques. Là, cette fois, c'est des Ténéré 700. Donc, est-ce que c'est un principe chez toi de changer de marque, changer de monture? Ou est-ce que tu t'aventures au gré des défis? C'est vrai qu'à travers tous mes voyages, on me pose souvent la question, demain, si tu devais voyager, quel gros trail ou quel maxi trail ou quel trail tu cours tu prendrais? Et finalement, une moto comme la Ténéré 700 qui n'a pas de traction control, qui a juste un ABS déconnectable et qui est vraiment conçue presque comme une moto d'enduro en étant super fine, avec peu de choses exposées en cas de chute, ça peut te faciliter énormément la vie. Donc, je n'ai pas encore fait le voyage, je n'ai pas fait ces 26 000 bornes, mais effectivement, ça semble plutôt un bon choix pour ce genre d'aventure, un peu engagé en off-road en tout cas. Donc, tu changes de monture, tu changes de modèle, mais tu gardes tes équipements, tu es resté fidèle à certaines marques. Pourquoi cette fidélité à toutes ces marques? Alors c'est vrai que depuis que j'ai démarré mon aventure sur YouTube à travers les réseaux sociaux, j'ai noué quelques partenariats, mais on va dire les 2 seuls avec qui je travaille réellement chaque année sont SW Motec pour la bagagerie et également les casques Shoei. En plus, j'ai eu la chance d'aller visiter l'usine au Japon récemment, enfin l'année dernière au mois de février. Il y a vraiment un côté ultra qualitatif et de ce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé à faire de la moto, les premiers casques dont je rêvais étaient parmi les premiers réplicas, notamment le Shoei Mono ou Gardner. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose du côté des noms. Toi, oui, mais peut-être que les internautes un peu moins. Et voilà, c'est toujours une marque qui, moi, m'a fait rêver. Et en plus, j'ai vraiment la chance d'avoir une relation particulière avec une marque vraiment premium, engagée, qui me fait à 200% confiance et à qui moi je confie effectivement ma tête. Après, tu sais, il peut y avoir des questions de morphologie, de tête qui fait que ça va t'aller ou pas, mais il y a une chose qu'on ne peut pas l'enlever, qualité de fabrication, confort global, tenue dans le temps, c'est juste hallucinant. Donc c'est vrai que moi, c'est une marque qui me fait rêver et à laquelle je fais entièrement confiance. Laurent, merci. On se retrouve dans un peu plus de… 2 mois, 2 mois et demi. 2 mois, 2 mois et demi. Ouais. Bon, on fera le point. Et puis, Ouais. je te souhaite une bonne route, bon voyage. Dépêche-toi, je crois que tu as un Et à avion à bientôt. prendre. Ça marche. Voilà, Laurent Cochet qui est parti pour de nouvelles aventures et ça a commencé fort avec sa valise qui n'est jamais arrivée dès son premier voyage à l'aéroport. Alors on est avec Sébastien Lorraine. Salut Sébastien. Salut David. On va parler de cette bombinette. C'est une machine qui a beaucoup d'histoire, mais auparavant on revient avec Pascal sur Laurent Cochet. C'est un ambassadeur qui compte, un ambassadeur fidèle pour vous.
Oui, c'est des histoires comme on les aime. C'est quelqu'un qui aimait la marque avant tout. Et c'est vrai que le jour où il nous a demandé un petit coup de main, on l'a fait, je l'ai fait très volontiers. Et pourquoi? Parce que quand je regardais ces vidéos, je rigolais. J'apprenais des choses et en même temps je rigolais, donc j'ai trouvé ça top, quoi, vraiment. Super. Ouais, et puis Super, là, on est avec il lui à a fond. un sacré défi, hein. C'est pas le premier. Alors en plus, mais les défis voilà, c'est pas des défis, c'est pas des petits défis, c'est toujours à fond. Donc non, c'est top. le cap du nord au sud, on va suivre ça bien sûr, on vous en donnera des nouvelles. Mais on va revenir maintenant sur du dragster, ou plus exactement le Sultan of Sprint avec Sébastien. Sébastien, on a déjà parlé du Sultan of Sprint, c'est la formule que tu as lancée, c'est une formule de sprint, c'est du dragster en fait, c'est sur combien? Sur 200 mètres en général. Sur 200 mètres, c'est quelque chose que tu as lancé et c'est un vrai succès. Bah merci. Ouais, mais c'est le cas. Bah, c'est un vrai succès. Les inscriptions ne nous courent pas après, hein. Clairement, le but du jeu, c'est pas d'avoir 200 participants. Le succès, c'est plutôt d'avoir des partenaires, des constructeurs qui se sont rapprochés de nous et qui s'engagent dans un championnat un peu alternatif. Ouais. Et puis le vrai succès pour nous, c'est des équipes qui reviennent tous les ans, donc plus la fidélité. Et puis d'être hyper suivi sur les réseaux sociaux. C'est un championnat débridé. C'est un championnat débridé alternatif, oui. Alternative, débridé. Les constructeurs t'en parlaient, mais c'est le cas. Ils suivent. Cette fois, c'est une catégorie qui leur est réservée, la catégorie Factory. Absolument. À côté de la catégorie Freaks. La catégorie Freak Class, qui est la catégorie historique. Ouais. Le point commun, c'est que toutes les motos utilisent des bicylindres. Oui. Avec un règlement différent pour les deux catégories. La catégorie Freak Class, bon, ça c'en est un bon exemple, c'est une moto avec un cadre de 1955. Celui-là, voilà. c'est un cadre identifié ou C'est une base de cadre de série 2. D'accord, de BM. De chez BMW. Le moteur est un peu plus récent, mais pas très très récent non plus, c'est 78. Qui va affronter des motos avec des moteurs des années 90, 2000, etc. Et la catégorie constructeur, par contre, c'est des machines plus contemporaines, puisque le but du jeu, c'est clairement de faire la promotion des modèles qui sont chez les concessionnaires. Mais avec un rapport poids-puissance équivalent pour tous. Voilà, alors la catégorie Factory, le but du jeu, c'était d'avoir une compétition entre les constructeurs qui soit un minimum intéressante, avec des motos très, très variées. Ça va d'un 700 cm3 à un 1200 voire plus. Ouais. Et pour arriver à faire ça, on a ressorti le concept du rapport poids-puissance, qui est mesuré une fois la moto préparée. D'accord. Et donc elles partent à peu près toutes à égalité. Elles partent toutes à égalité. Et alors il y a dans cette catégorie Factory, on a vu Tom Pages, la star du FMX, participer. Oui. On a vu Randy Mamola, méga star des Grands Prix, l'année dernière au guidon d'une Indian. Tom Pages était avec une Yamaha. Oui. Mais c'est le même préparateur d'ailleurs, Workhorse. C'est le même préparateur qui cumule les pilotes de Grand Brice Prix. Enbert, un de nos amis belges. Un de nos amis belges, exactement. Voilà, et qui a préparé les deux donc, de Workhorse Speed Shop. C'est exact. Ça. Et ces courses de dragster ont lieu dans plusieurs événements. Il y en a 3 cette année. Il y en aura 3 avec 4 manches. Avec 4 manches. Donc l'ouverture sera Wheels and Waves. Au Wheels and Waves à Biarritz. Exactement. La deuxième et troisième manche, ce sera l'American Tour Festival. D'accord. Et la quatrième course, donc troisième événement, ce sera Glemsek 101 à côté de Stuttgart en Allemagne. Alors, en exclusivité, on vous annonce aussi que il y aura un équipage sans concession qui prendra part à une course du Sultan au Sprint. On vous en reparlera, c'est un truc un peu particulier. Mais donc, ces courses se pratiquent avec des motos préparées. Le but, c'est que ce soit avant tout un spectacle, Seb. Il y a un but sportif, mais le classement est aussi déterminé en fonction de ce qu'apporte, de l'engagement personnel des participants. Oui, alors en quoi Sultan au Sprint c'est différent d'une course de dragster classique? Nous, c'est un challenge déjà amical. Sur lequel il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas ce type de notion, même si la compétition est intense et forte au sein des différentes équipes, entre les différentes équipes. Ce qui fait que le challenge Sultan Sprint est différent, c'est qu'on récompense aussi les équipes sur leur créativité, leur sens de la fiesta, on peut dire un chat, appeler un chat.
évidemment, le but du jeu, c'est pas d'affoler l'éthylotest, clairement pas. Ouais. La philosophie du challenge, c'est de faire le spectacle et de le faire sérieusement et de s'amuser sérieusement. Elle utilise un moteur, tu disais, de 78. Oui. Et c'est un moteur BMW que tu avais utilisé sur une autre de tes motos, le Sprint Beamer, Oui. qui avait défrayé la chronique, un carénage dustbin, un carénage poubelle, qui avait fait beaucoup de séances photos. Et la marque Shoei figurait en bonne place, puisque dès le départ, vous étiez partenaire. Pourquoi une telle fidélité avec tes partenaires? Shoei, pour moi et pour nous, puisque voilà, cette année, c'est pas moi qui ai roulé sur la bombinette. La bombinette, c'est Laurence qui fait une très belle 3e place et qui l'année prochaine fait une pause. Donc c'est moi qui prends le relais avec une nouvelle machine. Que tu es en train de préparer. Que je suis en train de terminer. D'accord. Qui devrait être prête donc pour l'ouverture en juin. Tu nous avertis. Hein. Je vous avertis, attention, sans concession. Ouais. Mais Shoei, c'est une histoire déjà d'affect pour la marque. C'est une marque que Laurence et moi, on affectionne tout particulièrement. Pour la qualité des produits, pour le design, pour le confort aussi. Clairement, pour nous, c'est simplement la meilleure marque de casque aujourd'hui pour faire de la moto. C'est le tien déjà celui-là ou Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. J'ai pas encore reçu le Glamster, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et puis après, c'est une histoire de personnes. Donc cette fidélité, elle est aussi liée à Pascal et à vos équipes chez Shoei Europe. Alors justement, Pascal avait une question à te poser. Pascal, vous vous êtes côtoyés parce que toi, Seb, tu as longtemps travaillé dans la moto, mais à un autre poste, et c'est justement la question que Pascal voulait te poser. Non, déjà je voulais dire que oui, l'aide, elle vient aussi du départ de Shoei Europe, de Shoei Allemagne, notre petit service marketing. On a Michael qui est un passionné de café racer et donc du coup il a commencé à prendre des contacts avec Seb et moi effectivement j'ai suivi tout naturellement derrière, sachant qu'on avait une gamme qui sortait dans cet esprit, donc c'était top. Et puis après on est tous passionnés, donc on suit le truc. Et puis non, ce que fait Seb est extraordinaire et j'avais une question parce que d'après ce que j'ai compris, tu as arrêté un poste dans la moto, un poste assez important, et puis pour te lancer dans une aventure de passion. Donc je trouve ça exceptionnel. Et je ne sais pas si tu pouvais nous en dire un peu plus, parce que sincèrement, c'était une question que je voulais te poser. Donc, au marketing chez BMW France, c'est ça? Oui, voilà. J'ai fait ça, j'avoue, je reconnais. Non, j'ai travaillé un certain nombre d'années dans l'industrie pour ce constructeur. Et j'y reviendrai peut-être, mais à un moment, il faut savoir s'engager à fond dans un truc pour essayer de réussir dedans, tu vois. Et j'ai eu de très bons moments, j'ai des expériences extraordinaires à travailler pour un constructeur, mais aujourd'hui, je me partage entre l'organisation de ce challenge un peu décalé et puis des projets un peu loufoques comme d'aller sur le lac Baïkal, battre un record de vitesse ou essayer de faire aller vite une moto américaine, culbuter, tu vois, par exemple. Ouais. Voilà. Oh, remarque que l'organisation du Sultan au sprint peut amener à des business plans et des PowerPoint. Hein. Ouais, malheureusement, ouais. Alors, Seb, une dernière question. J'aimerais vraiment que tu nous dises un petit peu les particularités de cette bombinette parce qu'il y a des bonbonnes partout. Il y a quoi? Qu'est-ce qui la propulse? Alors, bombinette, c'est, comme je te le disais, c'est un cadre, là-bas, c'est un cadre de BMW série 2 des années 50. Oui. Le moteur, le carter est de 78. En gros, d'origine, il y a le carter moteur et un bout de vilebrequin. Ouais. Bon, c'est un moteur qui a un peu plus de cylindrique d'origine puisqu'il est en 1100 et des brouettes. Après, un des secrets, c'est une grosse prépa sur le moteur qui a été faite par un spécialiste en Allemagne. Et il y a un kit NOS, donc le fameux nitrous, protoxyde d'azote, que certains appellent d'ailleurs la nitro, mais ça n'a rien à voir avec de la nitro. Le nitrous, c'est le protoxyde d'azote, c'est ce qu'on utilise pour endormir les enfants, souvent pour les détendre avant des petites opérations, notamment chez les dentistes. Enfin, c'est un produit d'anesthésie, pardon. Ouais.
donc le fameux gaz hilarant. Ouais. Et qui propulse correctement les. Alors les c'est, machines. sans rentrer dans le détail, le protoxyde d'azote, c'est pas explosif, tout à l'heure je l'ai purgé rapidement. C'est un comburant, donc c'est de l'oxygène et de l'azote qu'on injecte dans le moteur avec de l'essence, et c'est grosso modo comme un turbo ou un compresseur, mais c'est une suralimentation qu'on appelle chimique. Donc en envoyant un gaz, soit tout seul, soit là c'est gaz-essence, et ça permet voilà, de gagner à peu près 30% de puissance en plus. Donc là, à la bombinette, on atterrit à 145-150 chevaux. Je suis assez rassuré que ce ne soit pas explosif, parce qu'il y a quand même 20 000 casques en stock, si tu veux, ça me rassure. Non, et la bouteille, T'as le comité hygiène et sécurité qui veille. et la bouteille est pleine. D'accord, on va suivre ça de près. Merci Seb d'avoir amené cette bombinette ici, chez Shoei Europe. Et puis on se retrouve très bientôt pour les épreuves du Sultan au sprint. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'univers du casque, c'était très riche. La semaine prochaine, ce sera encore très riche avec un nouvel épisode de Sans Concession. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, likez cette émission, partagez-la, mettez des commentaires et à très bientôt sur Sans Concession.